Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Il est 17h, vous avez choisi Westrack Radio, alors merci, c'est Lucie au micro. On se retrouve pour le Magal West de ce mercredi 13 septembre 2023. Alors au sommaire de cette émission, les infos locales avec Mathieu, notre agenda culturel. Le mercredi, le Magal West se consacre aux sorties ciné sur le petit et le grand écran et les séries diffusées sur les plateformes de streaming. Alors on parlera aujourd'hui des actus ciné et des sorties cinéma, mais avant, direction la météo sur Westrack. Les éclaircies de la journée devraient se poursuivre dans la soirée. Les températures tourneront autour des 19 degrés avec un ressenti de 23 et aucun risque de précipitation. Un vent léger accompagnera votre soirée autour de 15 km/h. Demain, le temps sera plutôt ensoleillé. Les températures ne dépasseront pas les 17 degrés dans la matinée. Le ciel devrait rester dégagé sans aucun risque de pluie. Et dans l'après-midi, le ciel chassera les nuages avec un ressenti de 24 degrés. La pluie ne devrait pas être de la partie et une légère brise s'installera dans l'après-midi et se poursuivra en début de soirée. Place aux infos locales avec Mathieu tout de suite sur Westrack. Bonjour à toutes et à tous, les actualités locales de ce mercredi 13 septembre. L'avenir des écoles maternelles Maurice Schlewitz et Charles-Auguste Marand et de l'école élémentaire Les Gobelins était à l'ordre du jour du conseil municipal du Havre qui s'est tenu le lundi 11 septembre à 18h à l'hôtel de ville. En décembre 2021, les élus avaient décidé de la fermeture de ces écoles au profit des groupes scolaires Vivaldi Bélanger et Flaubert Genestal ainsi que de la maternelle Jacques Prévert. Ce lundi, lors du conseil municipal, les élus ont voté la désaffectation de ces établissements scolaires du domaine public afin de disposer de ces locaux pour une utilisation future. L'école des Gobelins accueille actuellement et de façon temporaire le CNFPT, le centre de formation de la fonction publique, et l'école interne de la ville du Havre qui ont respectivement quitté leurs locaux du 99 rue Jules Le Seine puisque le bâtiment fait l'objet actuellement d'une réhabilitation énergétique. L'ordre du jour du conseil municipal du Havre a été quelque peu modifié. En effet, une nouvelle délibération a été ajoutée pour débuter la séance des élus suite au violent séisme du 8 septembre au Maroc qui a déjà coûté la vie à presque 3000 personnes. La ville du Havre a souhaité contribuer à l'élan de solidarité internationale afin de soutenir le peuple marocain. Le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères a activé le fonds d'action extérieure afin de fédérer des initiatives de solidarité des collectivités à destination des populations victimes. La proposition d'une subvention de 10 000 € a été adoptée à l'unanimité par les élus du Havre. D'autres aides pourraient rapidement intervenir d'ailleurs lors du prochain conseil communautaire qui se tiendra le 5 octobre. Une délibération équivalente sera proposée aux élus du Havre Seine Métropole. 5 nouveaux techniciens formés spécialement pour Siemens Gamesa et la maintenance éolienne viennent d'être diplômés au Havre. L'usine de production cherche à recruter jusqu'à la fin de l'année. Cette formation de 2 ans a été lancée par Siemens Gamesa avec ses partenaires l'UIMM, Pôle emploi et le Greta pour remédier au manque de professionnels dans ce domaine particulier qu'est l'éolien. Rien que le parc éolien offshore de Fécamp nécessite en termes de maintenance l'embauche d'une trentaine de personnes. De nouvelles formations vont être lancées, cette fois à Coursol-sur-Mer dans le Calvados, à Noirmoutier en Vendée et au Tréport en Seine-Maritime. Cela représente environ une centaine d'emplois à la clé. Si Siemens Gamesa fait appel à des intérimaires pour son usine du Havre, ce n'est que transitoire. D'ici la fin de l'année, Siemens espère compter 1500 salariés en France et une croissance certes plus lente mais continue pour les prochaines années. Après la couture et la brocante, la halle à tout faire de Saint-Jouin-Bruneval va accueillir un salon consacré à la bière ce samedi 23 septembre. La ville a lancé cette série d'animations Halle en fête afin de dynamiser le marché du samedi matin, et pour cette nouvelle édition, toujours gratuite, le public pourra en savoir plus sur la fabrication, la dégustation de bière avec modération et les accords bière-fromage à travers des ateliers. 6 brasseries locales seront présentes. Un bel avant-goût de l'octobre
Oktoberfest et notamment des événements, des concerts. Le groupe Métaphore sera en concert ce 23 septembre de 14h30 à 17h. Il y aura également une exposition de voitures anciennes. Et du côté d'Harfleur, la petite surface renouvelle pour la 6e année son opération intitulée Au Champ. Cet événement festif et pensé pour les familles aura lieu le samedi 16 septembre dans cette petite exploitation agricole non loin du centre commercial de la Lézarde. Au programme, un terrain de jeu pour tester son agilité et sa motricité, des stands et des ateliers de partenaires engagés et sensibles au respect du vivant, le dernier spectacle de la compagnie Pampan Cuicui et la visite des champs par la compagnie PJPP. C'est à partir de 14h rue Paul Doumer à Harfleur et l'entrée est libre. Merci Mathieu, on retrouve maintenant notre info positive du jour dans le Magal Ouest et aujourd'hui elle concerne la précarité menstruelle. Alors pour un petit point sur la précarité menstruelle, c'est en fait le manque d'accès par manque de moyens à des protections hygiéniques en nombre suffisant pour avoir une hygiène décente. Alors à Port-Jérôme-sur-Seine est organisée une collecte jusqu'au 16 septembre. La précarité menstruelle est une réalité douloureuse et souvent méconnue. En France, c'est pourquoi ils ont décidé d'organiser cet événement. 7 millions de femmes n'auraient pas les moyens suffisants pour acheter régulièrement des serviettes et tampons. Afin d'y faire face, le Conseil des sages de Port-Jérôme-sur-Seine a donc organisé une campagne de collecte. Elle a démarré le 1er septembre et elle se termine ce samedi, le 16 septembre. Pour ce dernier jour de collecte, des membres du Conseil des sages seront présents dans les magasins Carrefour et Auchan de Port-Jérôme-sur-Seine pour sensibiliser la clientèle à cette problématique et recevoir notamment des dons. Tous les types de produits menstruels tels que serviettes hygiéniques, des tampons, des coupes menstruelles, aussi appelées les cups, et les culottes menstruelles sont les bienvenus évidemment. Ces produits peuvent aussi être déposés dans plusieurs endroits, que ce soit à la mairie, dans les pharmacies ou encore au centre social. Pour contacter le Conseil des sages par mail, vous envoyez un mail à l'adresse conseildessages@gravenchon.fr. Mais n'hésitez pas donc si vous achetez quelque chose dans le magasin Carrefour ou Auchan de Port-Jérôme-sur-Seine le 16 septembre, à faire donc une collecte et à faire un don surtout pour cette cause. Vous êtes toujours sur le Magal Ouest et on continue cette fois-ci avec nos idées sorties à suivre sur Westrack avec l'agenda culturel. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Et tout d'abord, une idée sortie avec le retour des surprises parties du Tetris. Rendez-vous dans le bar du Tetris pour découvrir ce qui vous attend en ce début de saison 2023-2024. L'équipe vous présente la programmation de septembre à octobre et les actualités de votre salle de spectacle. Un blind test vous permettra de remporter des goodies, des places de concert et d'autres surprises. C'est à partir de 19h30 et c'est aussi le vernissage de Selon leur dire de Paul Éluard. C'est à partir de 20h30 pour la surprise partie. On a parlé dans le Magal Ouest de lundi de Selon leur dire. C'est donc une exposition photo de Paul Éluard à retrouver donc au Tetris et c'est suivi de la surprise partie du jour. Alors comme d'habitude, vous ne découvrirez l'artiste mystère qu'à sa montée sur scène. Rock énervé, électro planante, rap qui déboîte, chansons engagées ou soul punchy. Faites vos pronostics dès maintenant. Comme d'habitude, vous ne découvrirez l'artiste mystère qu'à sa montée sur scène. En attendant, pour vous mettre l'eau à la bouche, vous pouvez découvrir les indices cachés sur les réseaux sociaux du Tetris, direction donc sur Instagram, pour tenter de découvrir l'artiste mystère avant le concert de ce soir. Une projection vous attend ce soir toujours au Havre. Cette projection est en lien avec l'exposition actuelle au musée du bocage de Bléville. Ça s'appelle Sur les routes de l'esclavage, qui vous ramènera donc à l'époque où l'Atlantique devient le champ de bataille de la guerre du sucre. Français, anglais, hollandais et espagnols se disputent les Caraïbes pour y cultiver des champs de canne. Pour assouvir ses rêves de fortune, les royaumes européens ouvrent de nouvelles routes de l'esclavage entre l'Afrique et les îles du Nouveau Monde. Une série documentaire de Daniel Cartier, Julien Guélas et Fanny Glissant. C'est donc mercredi ce soir à 19h au cinéma Le Studio. Ça se trouve 3 rue du Général Sarrail et c'est totalement gratuit. Pensez à réserver au 02 35 43 64
63. Autre idée sortie avec une conférence débat sur le sommeil. C'est une conférence prévue aujourd'hui à partir de 18h30 à l'EM Normandie. Le sommeil est un impératif mystérieux, c'est pourquoi vous êtes invité à comprendre le sommeil, son fonctionnement normal et ses anomalies. Certains souffrent d'insomnie, d'hypersomnie ou encore de troubles du rythme veille-sommeil. Comment explorer et apprendre à bien dormir. Conférence animée par Antoine Laillé, qui est un médecin neurologue retraité, et c'est proposé par l'association Cité Culture LH Normandie. Cette conférence se déroule au 20 quai Frissard. Le tarif est fixé à 10 €, mais c'est totalement gratuit pour les étudiants. Le contact par mail pour vous inscrire, c'est à citéculturelh@gmail.com. Dans les prochaines minutes, Mathieu va nous présenter la Sonothèque. Mais avant, on enclenche un titre sur Westrack. On va retrouver un artiste à découvrir. Et cette fois-ci, c'est Alan Lass qui nous chante The Stuff. Il nous vient des États-Unis, plus précisément de Los Angeles. Alors on écoute ce titre tout de suite et juste après on retrouve Mathieu qui nous fera découvrir la Sonothèque Normandie.
story. Listen to my story Of love and death. of love and death. See, I fell deep in love, yeah. I fell deep in love Ama Fossoa, with Ama Fossoa, the girl of my dreams. a girl of my dreams. See what I mean? You see what I mean? And on our wedding day, On our wedding day, tears in her eyes, with tears in her eyes, she gave me a kiss. she gave me a kiss. It was the kiss of death. It was a kiss of death. Love and death Love and death walks hand in hand, walk hand in hand. way to that grave. The way to thy grave It's just the same. is just the same. Love and death Love and death walks hand in hand, walk hand in hand. the way to that grave. The way to thy grave It's just the same. is just the same. Same, yeah, yeah. Yeah. Oh, yeah. It's the same. It's just the same. It's just the same. Love and death, yeah. Walks hand in hand, Walk hand in hand. the way to that grave. The way to thy grave It's just the same. is just the same. Same, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah. Westrack, il est 17h18. Vous êtes toujours en compagnie de Lucie dans le Mag à l'Ouest. Merci de votre écoute. Ce titre, c'était un titre tout récent sorti en 2023 qui nous venait des États-Unis et que j'avais vraiment envie de vous faire découvrir. On parle aussi de découverte avec Mathieu tout de suite. Il nous emmène donc à la découverte de la Sonothèque Normandie. On découvre ça tout de suite avec notre reportage du jour sur Westrack. Aujourd'hui, nous sommes avec Raphaël Malandin qui travaille à la Fabrication, une structure musique actuelle à Bolbec et plus précisément sur le projet Sonothèque Normandie. Raphaël, bonjour. Bonjour. Alors, dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous parler de la Sonothèque Normandie, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça propose ? La Sonothèque Normandie, c'est un projet qui a germé dans les têtes en 2007 et qui est concret depuis 2010. Et c'est un projet qui vise à la patrimonialisation des œuvres discographiques produites par les musiciens et musiciennes normands. Patrimonialisation, alors qu'est-ce qu'on peut y mettre derrière ce terme ? C'est un terme assez vaste, mais si on veut résumer ça un peu plus concrètement, on collecte des disques. On les numérise et on les stocke sur un serveur et ils sont également mis à disposition sur un site de streaming pour que tout à chacun puisse écouter ces disques issus de notre histoire musiques actuelles. Donc ces disques, ils sont collectés
sans jugement d'esthétique musicale. On collecte les disques, même si les projets musicaux sont terminés depuis longtemps. Le but, c'est vraiment d'avoir un panel de ce qui s'est fait musicalement sur le territoire. Donc, on a des disques qui datent de 1962, par exemple. Alors, est-ce que vous contentez de numériser des disques qui sont sortis commercialement ou on peut trouver des choses bien plus obscures qui n'ont peut-être qu'été très rarement écoutées ou par très peu de personnes en tout cas? Oui, exactement. C'est-à-dire que le but, c'est de collecter autre chose que ce qui a été produit ou qui est sorti sur des majeurs. Donc, l'indépendant a une grande place. Le minimum, c'est que le disque soit de bonne qualité. On va éviter les démos et ce qui a été enregistré en répétition. Mais à partir du moment où c'est une maquette qui tient la route et qui a servi à faire connaître le groupe ou le projet musical, oui, on prend, oui. À partir du moment où ce disque a eu une existence sur le territoire. Vous êtes à peu près depuis maintenant, ça fait 15 ans, plus de 15 ans que le projet existe. Ça représente combien d'artistes à peu près recensés sur la Normandie? Ce qu'il faut savoir, c'est que le projet a été créé avant la fusion des régions. Donc actuellement, on est à 1900 artistes, ce qui nous donne aux alentours, j'ai les chiffres là sous les yeux, un peu plus de 3000 œuvres discographiques et 26 000 titres. Mais ça ne représente qu'une infime partie puisque, comme je disais, le projet a été fait avant la fusion des régions et il nous manque pas mal de choses sur l'ex-Basse-Normandie. Donc c'est encore un territoire qu'on doit explorer pour aller chercher des petits trésors. Alors effectivement, tout le travail souterrain, c'est de recenser, c'est de trouver déjà les sources, les numériser, les archiver, les documenter. Tout ça prend une forme visible, c'est un site internet qui s'appelle sonotech-normandie.com et je crois que la nouveauté de cette rentrée, c'est que ce site va avoir une peau neuve à partir dans quelques jours maintenant. Complètement, ouais. Moi, je suis arrivé à la gestion de ce projet en janvier 2019 et mon premier constat, c'était que le site qui était là à l'époque et qui est toujours là aujourd'hui là, était un petit peu, il y avait quelques fonctionnalités qui ne fonctionnaient plus, il y avait des petits soucis d'affichage sur certaines pages. L'application mobile avait été retirée des stores aussi par Apple et Google. Donc en fait, il y avait plein de choses qui faisaient que le site était en perte de vitesse et en perte d'intérêt auprès des publics. Et voilà, moi j'ai travaillé depuis tout ce temps à faire en sorte qu'on puisse avoir une nouvelle version de ce site. Et comme vous le disiez là, cette nouvelle version sera présentée au public le 15 septembre, là, donc dans quelques jours. Et ça promet plein de belles choses pour l'avenir, quoi. Est-ce qu'on peut justement, avant de parler plus précisément de la journée du 15, parler des nouvelles fonctionnalités de cette plateforme sonotech-normandie.com, je crois, 3e version. Oui, c'est ça, oui. Alors, la nouveauté principale, c'est que on va mettre vraiment l'accent sur le référencement des œuvres ex-bas normand. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ces œuvres seront vraiment renseignées. Quand je dis renseignées, c'est-à-dire le nom des musiciens, leur fonction, dans quel studio ça a été enregistré, par qui a fait la pochette. Et toutes ces informations seront interconnectées, ce qui permettra à terme, alors ça prendra des années, mais ça permettra à des chercheurs, aussi bien des sociologues que des historiens, de pouvoir avoir une vision de l'évolution des musiques actuelles sur le territoire normand. On sait très bien que, par exemple, une personne peut avoir été guitariste sur tel projet musical, mais batteur sur un autre, voire avoir enregistré lui-même d'autres projets musicaux. Et donc, voilà, l'évolution entre les départements, entre les personnes, sera visible grâce à toutes ces saisies d'informations. Ça permettra effectivement, si j'ai bien compris, d'avoir des focus sur certaines villes ou sur certaines époques ou encore retracer le parcours d'un musicien à travers cette nouvelle plateforme. Et je crois que vous avez aussi envisagé, contrairement à la version précédente, un côté beaucoup plus collaboratif avec les utilisateurs. Oui, c'est ça, ouais.
C'est-à-dire que la fabrication est une petite association. Le travail de la Sonothèque Normandie, déjà à l'origine, est assez titanesque. Mais là, le fait de saisir toutes ces informations, ça devient vraiment un travail énorme. Et donc, on s'est dit que de toute façon, nous, de notre situation géographique, on n'avait pas la possibilité de connaître tous les détails de ces évolutions, et que le plus intéressant, c'était peut-être de travailler avec les gens au plus proche de cette production musicale, et donc de nouer des partenariats et de trouver des collaborateurs. Et donc, à l'instar d'un Wikipédia, toute personne qui détiendrait un savoir sur une œuvre discographique, par exemple le line-up ou la date de sortie, pourra créer un compte, devenir collaborateur, contributeur et renseigner ces petites choses qui permettront d'avoir une base de données la plus exhaustive possible. Et je crois qu'en petite fonctionnalité aussi qui va réellement fonctionner, puisque dans la précédente plateforme c'était existant mais il y avait quelques bugs, c'est la capacité, la possibilité de créer des playlists, les partager, les rendre publics, et donc il va y avoir tout un système où les gens vont pouvoir justement proposer des playlists thématiques. Oui, tout à fait, ouais. La première idée, c'est déjà de pouvoir créer des comptes. Pour être contributeur, il faudra avoir un compte. Et à partir du moment où on a un compte, effectivement, on pourra créer ses propres playlists et les partager sur les réseaux sociaux, histoire de... c'est aussi... ça participe aussi à cette envie de supporter la scène locale, en fait. Donc... voilà, quelqu'un du côté de la Manche, du côté de Cherbourg, pourra très bien faire sa playlist de ces groupes locaux et permettre de faire connaître ces groupes sur un autre territoire tel que la Seine-Maritime, qui est plus éloigné, quoi. Donc, une plateforme de streaming, une forme de wiki des musiques actuelles de Normandie, mais aussi un volet social, puisqu'il y aura pas mal de partage et d'interaction avec les utilisateurs. Cette plateforme sera mise en ligne, si je ne dis pas de bêtises, le 15 septembre. Et pour l'occasion, vous avez prévu une journée un petit peu particulière à Bolbec pour le lancement de la plateforme, mais aussi pour réfléchir peut-être ensemble sur la question de la patrimonialisation, mais aussi la matrimonialisation des musiques actuelles. Oui, tout à fait. La plateforme a été vue pendant très longtemps comme le Deezer normand. On voulait un petit peu s'écarter de cette image, dans le sens où on voulait revenir aux fondamentaux du projet, à savoir la patrimonialisation. Donc, le lancement de cette nouvelle plateforme était l'occasion de remettre tout ça sur les rails et de reposer les questions, en fait. Qu'est-ce que la patrimonialisation? Qu'est-ce que ça implique pour les musiques actuelles d'un point de vue politique, d'un point de vue histoire, d'un point de vue sociologique? Et donc voilà, on s'est dit on va pas juste faire une présentation de la nouvelle plateforme, on va faire toute une journée où il y aura une conférence en préambule, ensuite il y aura une table ronde avec plusieurs personnes de divers horizons, et puis la présentation de la plateforme. Et cet après-midi, cette journée se terminera par un concert de Fish Talk. Donc, si je résume, le 15 septembre, rendez-vous à partir de 14h, c'est ouvert à tout public, hein. C'est ouvert à tout public, tout à fait, c'est gratuit sur inscription. Donc, faut aller sur le site de la Fabrication, fabrication.com, avec un S à Fabrication, SONS. Il y a une page 2023 journée des marches patrimoniales, et là, il y a un lien de réservation à remplir. Et donc, à 14h, on réfléchit ensemble. Un peu après, on se divertit avec la présentation de la nouvelle plateforme. Et puis, on se divertit encore plus avec un concert proposé avec le groupe Fish Talk. Raphaël Malandin, merci beaucoup pour tout ce travail qui est aussi, je le précise, une mine d'informations très précieuse pour les radios normandes, puisque ça nous permet aussi de connaître un petit peu l'actualité des groupes qui sortent des disques en 2023. Donc on reste bien évidemment très attentif et très connecté à la Sonothèque Normandie. Merci beaucoup. Merci Mathieu. La plateforme ouvrira donc le 15 septembre. Rendez-vous sur le site de la Sonothèque Normande. On entame donc la deuxième partie de notre émission et aujourd'hui, on se concentre sur les actus cinéma et les sorties de films et de séries sur les plateformes de streaming. Le Magal Ouest, c'est dans tes oreilles du lundi au vendredi sur Westrack.
Et après le succès de Barbie, une suite d'un film sorti en 2021 pourrait être donc annulée. Succès surprise de 2021, le film Free Guy de Sean Levy avec Ryan Reynolds et Jodie Comer a rapporté 331 millions de dollars à travers le monde et fait presque 600 000 spectateurs dans les salles françaises. Un joli score pour ce film sorti 3 mois seulement après la réouverture des salles de cinéma suite à la pandémie de Covid-19. Très rapidement, Disney a donc annoncé une suite à cette comédie d'action. Rappelez-vous, Ryan Reynolds y incarne un employé de banque qui découvre qu'il n'est en fait qu'un personnage d'arrière-plan dans un jeu vidéo en ligne. Bien décidé à devenir le héros de sa propre histoire, quitte même à la réécrire, il va tout mettre en œuvre pour sauver son monde. Mais aujourd'hui, le réalisateur Sean Levy déclare au site Collider que la suite pourrait finalement ne pas se faire, en partie à cause du film Barbie. Je vous explique. Le film avec Margot Robbie, sorti cet été, aborde des thèmes similaires à ceux de Free Guy. Refaire un film sur le même sujet après le succès de Barbie, qui est à cette date le plus gros succès de 2023, lui semble donc risqué. Il déclare « La suite n'est pas garantie, nous aimons Free Guy et l'amour qu'il suscite a eu des répercussions au cours des 2 dernières années, ce qui a enthousiasmé Ryan Reynolds et moi-même. Nous sommes en train de développer une suite, mais il faut désormais prendre en compte Barbie. Le film parle évidemment d'un personnage dans un monde fictif qui prend conscience de lui-même et il a manifestement laissé une marque. Nous ne ferons donc Free Guy 2 que s'il est différent du premier film et s'il est différent des autres films sur le sujet. » Fin de citation. Pour les spectateurs ayant vu Free Guy, il est facile d'imaginer ce à quoi aurait pu ressembler la suite et les ressemblances avec le film Barbie. Free Guy 2 ne pourra donc se faire que si le scénario est différent des autres films de ce genre, mais il faudra patienter jusqu'à la fin de la grève des scénaristes qui est toujours en cours aux États-Unis pour connaître ainsi le sort réservé à cette suite. En attendant, Sean Levy retrouva son complice Ryan Reynolds dès la fin de la grève pour tourner la suite de Deadpool 3, le film Marvel. Le film de super-héros sera la 3e collaboration des 2 hommes après Free Guy et aussi Adam à travers le temps. Écoute Westrack. D'une 2e partie de Denis Villeneuve est annoncée dans nos salles le 13 mars 2024. En attendant de retrouver sur Arrakis avec Timothée Chalamet et Zendaya quelques infos exclusives de tournage. Sortie dans nos salles le 15 septembre 2021, Dune de Denis Villeneuve a conquis les spectateurs français qui ont été 3 millions à se déplacer au cinéma. L'histoire suit Paul Artéis, joué par Timothée Chalamet, un jeune homme aussi doué que brillant, voué à connaître un destin hors du commun qui le dépasse totalement, car s'il veut persévérer l'avenir de sa famille et de son peuple, il devra se rendre sur la planète la plus dangereuse de l'univers, la seule à même de fournir la ressource la plus précieuse au monde, capable de décupler la puissance de l'humanité, rien que ça. Tandis que des forces maléfiques se disputent le contrôle de cette planète, seuls sont ceux qui parviennent à dominer leur peur et pourront survivre. Dès le départ, Denis Villeneuve pense son adaptation comme un diptyque, c'est-à-dire en 2 films. Il souhaite d'ailleurs tourner les 2 parties successivement, mais doit y renoncer pour diverses raisons. Le cinéaste canadien déclare à Variety « Au moment de la programmation, je souhaitais dès le début tourner les 2 parties en même temps, mais cela n'a pas pu se faire et j'ai accepté le défi de tourner la première partie, puis d'attendre de voir si le film suscitait assez d'enthousiasme. » Et le réalisateur a eu raison d'y croire, puisque le tournage de Dune, 2e partie, a débuté le 18 juillet 2022 et s'est terminé le 13 décembre. L'équipe de Denis Villeneuve a notamment posé ses caméras en Jordanie, aux Émirats Arabes Unis et en Italie, ainsi qu'en Hongrie. Une fin de tournage que Timothée Chalamet a immortalisé en posant plusieurs photos aux côtés de son père sur Instagram. Je vous conseille d'aller voir d'ailleurs les photos. Et si Dune se divise en 2 parties, de quoi donner donc envie de retourner sur Arrakis. Côté casting, on retrouvera donc Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, qui donc rejoignent aussi Christopher Walken dans le rôle de son empereur Shaddam IV.
Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur West Track. Alors on va pas continuer avec l'agenda culturel, plutôt on va continuer avec les sorties cinéma. En février dernier, le réalisateur et directeur artistique de Pixar, qui s'appelle Pete Docter, déclarait que Toy Story 5 pourrait bien nous surprendre. Selon les dernières rumeurs, un personnage emblématique pourrait faire son retour. Annoncé au mois de février 2023, en même temps que La Reine des Neiges 3, Toy Story devrait nous surprendre si on en croit le réalisateur et scénariste Pete Docter. Il a pris la tête de Pixar suite au départ de John Lasseter. En février dernier, le réalisateur de Vice Versa et directeur artistique du studio rassurait les fans de la franchise qui a débuté en 1995 et il déclarait au micro de The Wrap: « Je pense que Toy Story 5 va nous surprendre. Il y aura pas mal de choses cool que vous n'avez jamais vues auparavant. Lorsque nous avons fait le premier Toy Story, nous ne savions pas que nous en ferions un second. Nous essayions juste de faire un film, mais en le faisant, il vous emmène dans des endroits inattendus et c'est ce que j'aime dans le processus créatif. » Et l'une des surprises pourrait notamment être, spoiler, le retour d'Andy, le jeune propriétaire de Woody et Buzz, qui a légué à la fin de Toy Story 3 ses jouets à la petite Bonnie. Il pourrait donc bien revenir, mais cette fois-ci à l'âge adulte. Alors on peut supposer qu'il donnera ses jouets à ses enfants, peut-être, mais on ignore encore quelle sera l'histoire du 5e volet et la manière dont les scénaristes vont faire se retrouver les héros qui s'étaient fait leurs adieux dans Toy Story 4, puisque c'était censé être la fin de l'histoire. Aucune date n'est encore annoncée et avec les grèves des scénaristes toujours en cours à Hollywood, il est fort probable que le film soit retardé. Je vous propose de faire tout de suite une pause musicale. On se retrouve juste après pour découvrir les sorties dans les salles obscures aujourd'hui, ce mercredi. On va donc écouter un titre, ça s'appelle Midnight Brain to Georgia. C'est aussi un titre sorti en 2023 qui nous vient à nouveau des États-Unis. Décidément, on continue avec un titre étranger et ça s'appelle Midnight Brain to Georgia et c'est signé Liphead sur West Track.
Midnight Brain to Georgia, c'est signé Leaphead à l'instant sur RVL, un titre sorti en 2023. Alors on va tout de suite reprendre nos idées sorties cinéma de la semaine avec 3 films sortis aujourd'hui. Tout d'abord, ça s'appelle Mystère à Venise. Après le crime de l'Orient Express et Mort sur le Nil, Kenneth Branagh retrouve la moustache et l'accent d'Hercule Poirot pour une 3e enquête dans le Venise sinistré de l'après-guerre. La veille de la Toussaint, un terrifiant mystère va marquer le retour d'Hercule Poirot sur le devant de la scène. En exil volontaire, Poirot, désormais à la retraite, assiste à contre-cœur à une séance de spiritisme dans un palazzo désaffecté et soi-disant hanté. Lorsque l'un des invités est assassiné, le célèbre détective se retrouve propulsé dans un sinistre monde emploi d'ombre et de secrets. Le livre des solutions est aussi à l'affiche aujourd'hui. Ça s'appelle donc le livre des solutions et vous allez comprendre pourquoi. Le rôle principal, c'est Pierre Ninet. Ici, il incarne Marc, un personnage qui s'enfuit avec toute son équipe dans un petit village des Cévennes pour finir son film chez sa tante Denise. Sur place, sa créativité se manifeste par un million d'idées qui le plongent dans un drôle de chaos. Marc se lance alors dans l'écriture du livre des solutions, un guide de conseils pratique qui pourrait bien avoir la solution à tous ces problèmes. C'est un film que je vous conseille énormément avec Pierre Ninet, une comédie française mais très intéressante. Et enfin, dans un tout autre style, cette fois-ci c'est La Nonne. Le terrible démon Valak est de retour dans nos salles obscures. Ça annonce déjà le mois d'octobre et surtout Halloween. La Nonne 2, La malédiction de Sainte-Lucie, sort ce mercredi au cinéma. C'est le 9e film de la saga horrifique à succès Conjuring. Le long métrage est mis en scène par Michel Chave, à qui l'on doit déjà La malédiction de la Dame Blanche et Conjuring 3. La Nonne 2 permet à la franchise Conjuring de signer un nouveau démarrage réussi au box-office avec 85 millions de dollars engrangés dans le monde. Le genre horrifique a encore prouvé sa popularité ce week-end puisque La Nonne 2, nouvel opus de l'univers Conjuring, est déjà arrivé en tête du box-office américain avec son avant-première. Le film signe également le 2e meilleur démarrage de la franchise dans le monde. Alors ça, c'est vraiment un point important. Surtout, ce nouveau film signe la seconde partie de ce film, La Nonne 2, et sera projeté au cinéma Pathé et dans certains films de l'agglomération du Havre. Dès aujourd'hui, les 2 autres films seront aussi diffusés au cinéma Pathé du Havre et certains sont aussi diffusés notamment au Sirius du Havre. Alors on va retrouver dans un instant les plateformes de streaming avec les nouveaux films et les nouvelles séries qui arrivent donc. Avant, on va écouter un titre fantastique, Negrito. C'est donc Highest Spider, le titre. C'est sorti en 2022 et on l'écoute tout de suite sur Westrack. Every day
Fantastic Negrito et le titre Highest Bidder à l'instant sur RVL, sorti en 2022 sur Westrack. On va retrouver tout de suite nos idées plateformes de streaming avec des nouvelles sorties ciné et séries sur la plateforme de streaming, que ce soit Disney+, Netflix et autres. Et ça commence avec une bonne nouvelle pour les fans de Stephen King, puisqu'il vient de valider un projet de nouveau film qui devrait débarquer en streaming très prochainement, 4 ans après la sortie d'un remake, un préquel à Cimetière, adaptation du roman emblématique de Stephen King. Il débarque sur Paramount+. Alors Cimetière revient déjà sur les écrans. 4 ans après une nouvelle adaptation, un préquel débarque directement en streaming sur Paramount+. Cette nouvelle intrigue adapte un chapitre inédit du roman de Stephen King, publié en 1983, alors qu'il rêve de quitter sa ville natale de Ludlow, dans le Maine. Il découvre de sinistres secrets enfouis et se trouve forcé d'affronter une sombre histoire de famille qui le maintiendra à jamais lié à Ludlow. En s'unissant, Jude et ses amis d'enfance vont devoir combattre un mal ancien qui s'est emparé de Ludlow depuis sa fondation et qui, une fois déterré, a le pouvoir de tout détruire sur son passage. La bande-annonce laisse entrevoir un film un peu sanglant dans l'esprit de l'ouvrage de Stephen King, et sur son compte X, c'est-à-dire l'ancien Twitter évidemment, l'écrivain a partagé son enthousiasme sur le film. Le scénario prend quelques libertés, mais c'est une bonne histoire. David Duchovny est excellent et le secret, comme d'habitude, c'est de se soucier des personnages, je cite, et de quoi rassurer évidemment les fans. Cimetière avec un S, aux origines du mal, c'est disponible sur Paramount+, le 7 octobre prochain. Un autre film ajouté sur les plateformes, lui, qui est arrivé en juillet sur Netflix, et c'est un vrai coup de cœur que j'avais vraiment envie de vous proposer aujourd'hui. Il est disponible sur Netflix depuis le 27 juillet dernier. C'est un film de science-fiction allemand, ça s'appelle Paradise, et ça s'est vite hissé dans le top 10 des films de la plateforme. Dans ce film, on suit un couple, Max et Elena. C'est dans un futur dystopique proche de notre présent, où les années de vie sont devenues une marchandise que l'on peut vendre contre de grosses sommes d'argent. C'est la société Aeon, un nouvel agent de technologie dirigé par Sophie Tyson, qui donc vend et récupère les années de certaines personnes. La société a donc découvert un procédé révolutionnaire qui consiste à transmettre de manière médicale plusieurs années de votre vie contre de l'argent. Les pauvres vendent donc régulièrement leur jeunesse, tandis que les milliardaires profitent du système pour pouvoir rajeunir. L'histoire commence avec Max, c'est un employé heureux chez Aeon. Il est même le meilleur commercial, c'est-à-dire qu'il se rend chez les gens et leur demande et les convainc même de vendre quelques années de leur jeunesse. C'est un film passionnant qui donc raconte cette histoire où très vite sa vie idyllique bascule lorsque Max découvre que sa femme a été contrainte de céder, attention, 40 ans de sa vie pour s'acquitter d'une dette. Max recherche donc désespérément un moyen de lui le rendre. Il faut donc imaginer que Max reste à son âge habituel et sa femme va vieillir de 40 ans, mais ça je vous laisse le découvrir dans le film, ce n'est pas un spoil. C'est un film passionnant qui garde un rythme régulier tout au long de l'intrigue et qui vous laissera bouche bée à certains moments. Les personnages sont plus attachants et pourtant on ne peut s'imaginer à leur place évidemment. Je suis une grande fan de films dystopiques et j'attendais un peu ce film. Je me suis dit que c'était possible que ce soit un peu bâclé la fin, comme dans beaucoup de films dystopiques où on n'a pas vraiment le temps d'établir le monde et l'explication. Et pourtant, le ton est tenu et on attend impatiemment d'en apprendre plus sur ce monde où la jeunesse devient en fait une monnaie. C'est donc dès à présent disponible sur Netflix et je ne peux que vous conseiller ce film. On va maintenant retrouver Olivia qui nous présente un reportage avec des moutons dans la ville. C'est l'éco-pâturage et puis juste après, ce sera la fin de notre Mag à l'Ouest. On retrouve donc tout de suite Olivia, direction l'éco-pâturage du Havre. Tous les jours, vous passez devant des herbes folles qui poussent dans les creux du goudron et des pierres. Si vous les suivez, elles vous mèneront tout droit vers des espaces sauvages et verts. Mais pour entretenir ces espaces naturels, l'homme n'est pas le mieux placé. Alors s'il laissait faire un peu la nature, il découvrait que faire moins d'efforts, ça porte autant ses fruits. Au Havre, vous avez peut-être remarqué des herbivores à 4 pattes pendant vos promenades au jardin suspendu ou encore au fort de Tourneville.
Ces animaux très occupés à pâturer font partie d'un mode d'entretien écologique des espaces naturels et des territoires, l'éco-pâturage ou éco-pastoralisme. L'éco-pâturage, c'est une solution alternative à la gestion des parcs et des paysages qui a pour mission de restaurer et de préserver. Il y a énormément d'autres avantages que simplement ranger ses outils au placard. Je suis partie à la rencontre de Haroun, berger au fort de Tourneville, et de leur collaboratrice, les nœuds. Alors bonjour Haroun, tu es berger volontaire, c'est bien ça ? Bonjour Olivia, oui c'est ça. C'est un volontariat dans le cadre d'un service civique, et quelle est la raison pour laquelle tu l'as choisi ? Au départ c'était la volonté d'être au contact des animaux et de m'aguerrir un petit peu, parce qu'on attend de moi aussi que je sois capable de réparer une clôture, fixer les panneaux d'indication et d'entretenir les espaces utilisés par les moutons. Donc je me suis engagé avec la volonté aussi d'acquérir des compétences manuelles. Est-ce que c'est une voie professionnelle que tu envisages de faire pour plus tard ? En ce qui me concerne, non. Il faut toujours fermer parce qu'elles peuvent se barrer. Déjà, elles sont allées jusqu'à taper là-bas. Il y a une petite statue avec une pince à épiler. Elles sont allées jusque là-bas. Et la présence de ces moutons dans la ville, bien qu'elle peut parfois étonner, à quoi sert-elle ? Tout d'abord, ça permet de se passer de l'utilisation de la tondeuse et de la débroussailleuse au profit d'un moyen plus doux d'entretenir les zones vertes. Ça permet aussi aux gens d'être au contact d'animaux qu'ils ne voient pas au quotidien. Par exemple, quand on a un enfant et qu'on a grandi en milieu urbain, c'est pas souvent qu'on peut s'approcher de moutons, donc ça permet d'avoir une petite zone champêtre en ville. Et ces moutons dans la ville, est-ce qu'ils couvrent d'autres espaces que ceux du fort ? Ceux du fort restent au fort, mais de ce que j'ai vu, il y en a aussi au jardin suspendu. Bien. Contrairement à un entretien classique des espaces verts, l'éco-pâturage permet de diminuer les coûts de gestion, notamment dans les endroits peu accessibles aux engins, en forte pente ou en faible portance de sol en zone humide, mais aussi de sauvegarder et de sauver des espèces anciennes et rustiques et de valoriser des races locales. Il y a combien de moutons dans l'éco-pâturage du fort ? Actuellement, il y en a 3. Il y a 2 moutons qui sont de race normande et un havrechin. Mais je sais que les années précédentes, il y en avait plus. Mais cette année, il n'y avait pas beaucoup à manger dû à la sécheresse, donc 3 c'était suffisant. L'éco-pâturage permet aussi de diminuer son empreinte écologique et son empreinte carbone, de réduire les déchets verts et de développer la biodiversité des espaces ainsi entretenus. Dans ces zones d'éco-pâturage, on peut voir des moutons et parfois des chèvres. Les critères de sélection se font en fonction des terrains, mais aussi de la localité. Ça veut dire que sur les zones sur lesquelles les moutons sont au fort, l'entretien est uniquement naturel et régulé par l'éco-pâturage. Concernant la zone d'éco-pâturage à l'intérieur du fort, elle est entièrement régulée de façon naturelle par les moutons. Par contre, le week-end, ils vont à l'extérieur du fort, dans les douves extérieures du fort. Et dans cette zone-là, il peut arriver qu'on ait besoin de faire un petit coup de débroussaillage ou de tondeuse. Concernant mes journées au quotidien, ça dépend de où est-ce qu'on se situe dans la semaine. Étant donné que les moutons, comme je le disais tout à l'heure, vont dans les douves extérieures du fort le lundi matin, faut aller les chercher dans les douves extérieures, donc on a un enclos roulant dans lequel on met les moutons et ensuite on fait rouler l'enclos gentiment jusqu'à la zone d'éco-pâturage où on les relâche pour le reste de la semaine. Donc le vendredi on réitère dans le sens inverse en prenant les moutons de l'éco-pâturage jusqu'aux douves extérieures. Et sinon, en semaine, on ouvre aux moutons la bergerie à 7h. C'est le gardien du fort qui s'en occupe. Et à 19h, c'est nous qui fermons la bergerie aux moutons. En dehors de ces horaires de rentrée et de sortie, comme je le disais tout à l'heure, il y a souvent un coup de débroussailleuse ou de tondeuse à passer. On s'occupe aussi d'entretenir, il y a des structures en bois à l'intérieur de l'éco-pâturage qu'on s'occupe d'entretenir, s'il faut les réparer ou les repeindre. On s'occupe aussi de faire tout ce qui est les panneaux d'indication pour indiquer où se trouve l'éco-pâturage, parce que mine de rien, peu de gens sont au courant qu'il y a des moutons. On s'occupe aussi de l'entretien de la bergerie pour que les moutons vivent dans de bonnes conditions et soient toujours dans un milieu propre. Et voilà, c'est à peu près tout. Mais dans l'éco-pâturage, mis à part l'entretien de manière plus consciente des espaces naturels, c'est aussi renouer un lien avec l'animal et l'homme. Comme tu disais tout à l'heure, les côtoyer, c'est forcément penser plus souvent à eux. Et les passants te posent-ils des questions ? Est-ce qu'il se produit plus d'interaction entre eux et la vue des moutons ? Donc oui, parfaitement. Les passants s'intéressent aux moutons, à leur santé ou à leur mode de vie. Au fort, on a même des habitués qui viennent souvent les voir
Et y a-t-il des activités qui sont organisées, notamment avec les enfants ? On a été très présents avec les enfants étant donné qu'on avait un stand durant la fête de quartier. Mais concernant l'organisation d'activités, c'est pas nécessaire étant donné que c'est un lieu public et que tout le monde peut venir voir les moutons de 7 à 19h en semaine sur le temps où ils sont présents sur le fort. La zone d'éco-pâturage au fort, où est-ce qu'elle se situe ? La zone d'éco-pâturage, elle se situe tout au fond du fort, à gauche de l'entrée du SEM. Comme quoi, quand le vivant collabore avec le vivant, la gestion des espaces est plus simple et les interactions plus joyeuses. C'était un reportage sur l'éco-pâturage avec Haroun, berger en service civique au fort de Tourneville. Merci Olivia, et si vous souhaitez profiter donc de l'éco-pâturage, il est ouvert aux horaires du fort de Tourneville de 8h à 20h. Et c'est la fin de ce Mag à l'Ouest du jour. Je vous remercie à nouveau pour votre écoute. On se retrouve dès demain pour le dernier Mag à l'Ouest de la semaine. Je recevrai Margot Guinche de la Halle aux Poissons qui nous parlera de la programmation pour ce mois de septembre. Et puis je vous rappelle que vendredi, nous n'avons pas de Mag à l'Ouest puisqu'il y a une émission spéciale Ferrarock à découvrir à partir de 17h. Demain, vous retrouvez Mathieu dès 8h dans sa matinale, le 8 à 9. Et nous, on se quitte donc avec un titre sur Westrack, un titre à découvrir. Ça s'appelle Tercel et c'est signé Les Louanges. C'est un titre qui nous vient de Montréal, au Canada. C'est un titre sorti en 2018. On l'écoute tout de suite. Je vous souhaite donc une excellente journée sur Westrack Radio, une excellente soirée et je vous dis à demain sur Westrack. C'est pas la fin du monde, mais sans, même si on y arrive pas à la fin de la semaine. On ira faire un tour de char dans ta terre, celle 96. Popper les chaînes des trottoirs, caler les bières cheap du dip. Se retrouver au terrain de baseball, claquer tout ce qui nous reste. C'est pas la fin du monde, mais ça, même si on y arrive pas à la fin de la semaine. On ira faire un tour de char dans ta terre sur 96. On jouait même les seuls. Dos au mur, la poussière va toute seule, ouais. Feedback que le 6. Vague de chaleur trempée dans nos chandails. Tympan percé par les cymbales. Ramé jusqu'à l'autre bord du fleuve, retour au bercail. Passé au travers du cachet, tout mis ça dans le taxi puis la boréale. J'ai vomi sur le tapis, j'sais pas trop où on s'en va, j'm'en fais pas trop de toute façon. C'est pas la fin du monde, mais ça, même si on y arrive pas à la fin de la semaine. On ira faire un tour de char dans ta terre, celle 96. Popper les chaînes de trottoir, caler les bières cheap du dip. Se retrouver au terrain de baseball, claquer tout ce qui nous reste. Next big thing, ouais mais next week. La tuque ben vissée, watch moi j'arrive. Miss la dernière L de casualty, typique Lévis. 2h du matin, encore stock, chantier Davy Sweet Trees. Ils s'en foutent lefties, mais certaines n'ont pas appelé. Comme un long dimanche, ceux qui vivent leur vie. Moi j'aimerais qu'elle commence, j'ai des lundi. Tu choisis où tu traces ton silver lining. C'est pas l'idée, silver. C'est pas la fin du monde, mais ça, même si on y arrive pas à la fin de la semaine. On ira faire un